Bonjour, alors j'enlève le masque parce qu'on sera pendant l'émission qui va durer 1 heure, être très respectueux des distances sanitaires à juste titre. D'abord, ravi de vous accueillir et merci à ceux qui sont là de nous rejoindre pour cette première émission de Performance Tourisme. L'enjeu est de taille, on souhaite vraiment qu'il y ait un redémarrage très rapidement, on le voit bien au cours de ce deuxième trimestre 2021. Et au fond, il y a 1 an, je me souviens, je rédigeais un édito pour une lettre d'information où on indiquait 3 points importants. D'abord que c'était une crise sanitaire et pas une crise d'un modèle, et que la réponse viendrait du sanitaire, et on voit que la recherche dans le domaine médical a fait un bond extraordinaire, puisqu'on apporte aujourd'hui plusieurs vaccins. Il faudra du stock, on espère que tout ceci va arriver rapidement, et c'est un élément essentiel pour retrouver une activité normale. 2, c'est un séisme. Et là aussi, je me souviens qu'autour de moi, certains trouvaient que j'étais pessimiste. Au fond de moi, un peu aussi. Mais la réalité nous a dépassés. Et puis le troisième point, c'était l'enjeu pour cette industrie touristique. Et le challenge, c'était de rester à flot. Et au fond, l'État français, qui a été de loin le plus généreux en Europe, puisqu'on est investisseur dans d'autres pays en Europe, a injecté beaucoup d'argent, à la fois en soutenant l'emploi, avec le chômage partiel, le PGE, des aides différentes qui permettent à cette industrie de tenir et de pouvoir se préparer au redémarrage. C'est un enjeu important, 22 milliards que l'État a mis dans cette économie touristique et va continuer à accompagner jusqu'au moment où on aura eu un retour durable de cette industrie. Je rappelle aussi, point important, au moment où on a arrêté avant la crise, cette économie, cette industrie est la première industrie en France et la première industrie en Europe. L'Europe représente la première part de marché mondial, la France, première destination, et on le verra tout à l'heure, on évoquera ces éléments économiques et financiers sur le poids de cette industrie qui est majeur pour la France. Et on se doit d'accompagner, je dirais, le redéploiement de cette industrie. C'est un élément de compétitivité pour la France, d'attractivité pour les territoires, puisque cette industrie irrigue l'ensemble des territoires français. C'est un enjeu social sur l'emploi. Vous avez entre 2,5 millions et 3 millions de personnes qui sont directement concernées par cette industrie. Et on voulait, ensemble, mettre à votre disposition un outil de réflexion, un outil d'échange, Performance Tourisme, qu'on va produire 4 fois par an. Et je serai accompagné régulièrement de 2 experts, Christian Mantéi, que je vais rejoindre dans quelques instants, qui est l'ancien directeur général d'Atout France et qui est le conseiller tourisme d'Atrim, et puis Stéphane Botz, qui est associé KPMG, responsable du pôle tourisme, qui viendra nous expliquer, et on l'a souhaité, d'avoir un tableau de bord économique qui sera actualisé chaque trimestre et commenté par lui. Et puis des invités, on a 2 invités aujourd'hui, Frédéric Bios, qui est le président fondateur des Domaines de Fontenille, qu'on rejoindra tout à l'heure, et puis Jean-Michel Villemotte, très connu, architecte, designer, urbaniste, qui viendra aussi nous expliquer la vision d'après. Qu'est-ce qui va changer demain dans la conception, l'utilisation de nos produits. Voilà, rapidement donner le contexte. Mon cher Christian, ravi de te retrouver. Merci. Dans ce premier numéro de Performance Tourisme. Merci Pascal. Et je voulais avoir ton point de vue un petit peu sur cette crise et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Alors tout d'abord, une bonne nouvelle. Nous sortons enfin du brouillard. Pendant de nombreux mois, 2 chiffres seulement apparaissaient, moins 70% ou moins 80%, selon qu'on parle de la situation des compagnies aériennes dans le monde ou de la situation dans l'hôtellerie. Et donc, pas de lisibilité. On a beaucoup dit qu'on n'avait pas de visibilité, pas de prévisibilité, mais on n'avait pas non plus de lisibilité. Aujourd'hui, nous avons des études. Enfin, les premiers bilans sortent, des analyses
assez profondes et pertinentes se font jour. On a l'impression que tous les experts, les corps d'experts se sont associés. On voit des sociologues travailler beaucoup sur la question des mobilités et des vacances et des voyages et du tourisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on lit ces études qui sont indispensables pour nous? Parce que nous, sans études, sans chiffres, sans compréhension de ce qui se passe, on ne peut pas élaborer des stratégies, on ne peut pas piloter des stratégies et c'est plus difficile d'investir. Aujourd'hui, on y voit clair. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Premier enseignement sur la demande, elle est très très forte. Il y a un besoin de voyager. Évidemment, la frustration est un des moteurs principaux du désir. Donc on voit bien que les gens ont envie de voyager, ont envie de prendre l'air, ont envie de se retrouver entre amis, en famille. Et on le sent dans les réservations à venir, des mois qui viennent, mai, juin, juillet, août et même septembre, on est à la hausse par rapport à l'an dernier. Et on voit plusieurs réservations, c'est-à-dire que les mêmes clients prennent plusieurs dates. On s'attend aussi, et c'est déjà le cas lorsqu'on observe ce qui s'est passé pendant les vacances d'hiver, on s'attend aussi à une augmentation de la dépense. Le tourisme sera local, régional, national, partout dans le monde. Et quand on dit régional ou national, chez nous, il faut peut-être aller un peu plus loin, au-delà de nos frontières. Moi, je dis souvent que le Belge est un Français comme un autre, tellement il connaît bien la France. On aura aussi, et on l'a vu, une très très forte attente dans le domaine du sanitaire. On a cherché à créer un choc de confiance sanitaire et je crois qu'on n'est pas loin, puisque les consommateurs participent, les voyageurs participent dans leur exigence de respect des procédures sanitaires. Il y a un besoin d'un choc de confiance aussi commercial. Il y a eu effectivement des avoirs qui n'ont pas été remboursés, assez nombreux, avec des sommes considérables. Petit à petit, on voit que les entreprises s'adaptent et proposent une flexibilité commerciale. Et puis, il y a une attente d'expérience. Au fond, c'est un marché qui est en pleine mutation, qui va vers d'autres valeurs ou qui renforce des valeurs qui étaient déjà présentes, qui sont des valeurs de participation à l'économie locale d'une façon ou d'une autre. On va vers des circuits courts, on va vers des hébergements assez identitaires, même si Jean-Michel Wilmotte le dira tout à l'heure, Frédéric Bios aussi, il faut quand même les adapter. On a vu que les entreprises ont fait un gros effort d'adaptation, les designs ont été revus, on a fait les concepts nouveaux, on intègre évidemment le sanitaire, mais on va au-delà. On fait d'ailleurs, on crée de la valeur avec les process sanitaires. Et au fond, tout ça bouge. Je rappelle que le tourisme est toujours une économie de l'offre. Il faut évidemment suivre la demande, mais c'est le talent des créateurs, c'est le talent des designers, c'est le talent des entrepreneurs qui va créer et accélérer la croissance de cette demande. Et puis l'expérience, c'est aussi autour de l'hébergement, autour de l'hôtel. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire vivre ou faire vivre à nos proches en matière d'expérience, de nature, de loisirs, de culture. C'est indispensable. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on voit déjà apparaître des segments de marché qui ont non seulement résisté, il y avait de la résilience, mais aussi qui recréent de la croissance. Et il faut porter nos efforts prioritairement sur ces segments de marché qui seront porteurs. Merci Christian. Merci Pascal. Très intéressant. Je vais appeler maintenant Stéphane Botz, qui est le deuxième expert avec toi, Christian, qui, je le rappelais tout à l'heure, est associé KPMG et responsable du pôle tourisme, qui va, lui, nous expliquer la mise en place du tableau de bord et l'intérêt qu'on a à suivre ce tableau de bord. Merci Christian, et à tout à l'heure. On se retrouve à la fin de l'émission. Stéphane, bonjour, ravi de te retrouver ici. Je le rappelle, tu es associé KPMG, responsable du pôle tourisme. KPMG est un conseil important aux côtés de cette industrie touristique en France et en Europe. On souhaitait, avec toi, de façon récurrente sur l'ensemble de nos émissions, 4 fois par an, mettre en place un tableau de bord. Alors, je t'ai confié cette mission et je vais découvrir avec les personnes qui sont là et qui nous regardent ta proposition et, au fond, l'actualisation de ce tableau de bord trimestriellement. Donc, je te laisse la parole pour nous dire ce que tu as choisi et les stratégies. D'accord, très bien. Alors, pour répondre à ta question, Pascal,
il y avait une triple demande. C'est-à-dire qu'il fallait connaître déjà d'où on partait, c'est-à-dire les fondamentaux du tourisme, quelles étaient les tendances et les évolutions en termes de pratiques touristiques et de consommation, et se projeter dans des perspectives de reprise de la fréquentation touristique internationale pour pouvoir justement se donner une opinion sur ce qu'on devait faire ou pas faire en termes de fréquentation. Ce qu'on observe aujourd'hui, si on m'aide sur le passage des... On est en direct et la technique est toujours... Voilà, comme ça permet... Il y a quand même des facteurs qui sont importants, voilà. Si on l'évoque, les principaux chiffres, on va dire, de l'industrie. Les premiers, c'est que, très clairement, aujourd'hui, le tourisme est un fort contributeur sur les économies françaises et européennes. On est autour de 10% de la contribution sur le PIB français. Et la raison est toute simple, c'est qu'on l'associe, nous, le secteur du tourisme, au secteur du transport, ce qui fait quand même un pourcentage plus important. Il y a aussi un chiffre qu'on ne met pas ici, mais c'est l'économie de ruissellement. Oui. C'est très important et on l'observe que cette économie de ruissellement pèse pour entre 3 à 5% de points de PIB en termes de retombées économiques sur les territoires. 12 et 15%. Très clairement, parce qu'on fait travailler les artisans locaux, on fait travailler les commerces, on fait travailler une économie locale, souvent associée à l'ensemble d'un lieu ou d'un pôle industriel ou d'un équipement. Ça a aussi un impact sur l'emploi qui est très important. Je voulais poser une question, parce que sur cette partie économique, c'est important oui. En termes de crédibilité. Avant crise, on avait un peu de mal à imposer un chiffre. Et puis la crédibilité économique de cette industrie touristique. Exactement. Là, aujourd'hui, la crise a montré le poids dans l'économie de cette industrie. Alors, elle a montré son poids économique, aussi son poids en termes d'emploi, puisqu'on parle quand même d'environ 3 millions d'emplois et certainement entre 12 et 14 millions d'emplois en Europe, si on fait une comparaison à l'Europe. Et ce qu'on a aussi observé dans ce poids de l'industrie du tourisme, c'est le poids de la clientèle domestique. Aujourd'hui, on l'observe que 62% des recettes touristiques qui sont générées dans le secteur du tourisme sont générées par les Français eux-mêmes. Et donc ça a beaucoup d'importance. Sort mieux que les autres pays. Alors, on va dire que la France s'en sort mieux parce qu'elle a un marché qui est très adapté en termes de fréquentation et de poids économique, parce qu'elle a une offre extrêmement diverse. Et lorsqu'on regarde les évolutions et qu'on fait une comparaison par rapport aux flux internationaux sur la France et l'Europe, qu'est-ce qu'on l'observe? C'est que déjà que le marché, malheureusement, avec la crise Covid, a chuté d'à peu près, selon l'Organisation mondiale du tourisme, de 74% en termes de fréquentation de clientèle étrangère. Mais pour autant, on est assez confiant sur l'industrie parce qu'elle se projette au travers aussi du marché domestique. Et on constate effectivement que ça se traduit aujourd'hui très clairement par des clientèles qui représentent 70% des flux touristiques. Et lorsqu'on ramène ça à l'hôtellerie, aux nuitées hôtelières, Pascal, on se retrouve très clairement avec 65% de nuitées hôtelière générée par le marché français, parce que nous avons un marché qui est très bien construit, qui va du 1 étoile au 5 étoiles, et on sait très bien que le marché domestique est assez, on va dire, friand du 1 au 4 étoiles pour le tourisme d'affaires ou pour le tourisme de loisirs lorsqu'ils ont à se déplacer ou à consommer du loisir. Et on voit bien que globalement, lorsqu'on se compare à l'Espagne ou à l'Italie, ils sont plus exposés, eux. Ils sont beaucoup plus exposés puisqu'ils sont à peu près à moitié-moitié entre la clientèle étrangère et la clientèle domestique, ce qui fait que nous avons une forme de résilience qui nous caractérise sur la France depuis 1936, si on peut parler de congé. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que très clairement, la France peut compter sur un tourisme qui est aussi européen. D'accord? Parce que souvent on parle de la clientèle chinoise, de la clientèle japonaise, nord-américaine, mais qui est surtout consommatrice, on va dire, d'établissements ou pendant une certaine période de l'année. Et ce qu'on l'observe très clairement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la force du marché européen ou français, lorsqu'on observe ça, c'est que c'est déjà 78% de la clientèle étrangère qui vient en France, d'accord, qui émane des pays limitrophes. Et le deuxième point qui est également important, c'est qu'on voit, il y a eu des petits sondages qui ont été faits, c'est que les clients européens ou la population européenne, elle, voyage et souhaiterait voyager à 40% dès cette année, d'accord, au sein des pays européens, et 36% même dans leur propre pays. Donc on voit quand même il y a ce point d'importance.
Et dernier point qui nous a vraiment surpris, c'est le mode de transport. On constate qu'effectivement, la clientèle européenne, pour les 7 pays qui ont été étudiés, représente 66% de déplacements en voiture. Donc on a une force en France, c'est qu'on a des très belles autoroutes. Il faut juste avoir les infrastructures pour les arrêter et éviter qu'ils descendent trop bas dans la péninsule. Mais ça, on sait que c'est un enjeu plus européen que français. Donc si après on l'évoque, les tendances et les évolutions des pratiques touristiques, Pascal, on constate qu'effectivement, le Covid a été un accélérateur de tendance et de consommation touristique. 4 points majeurs, c'est que, on l'a observé que l'évolution des besoins et des modes de consommation touristique ont eu un impact sur les durées de séjour, sur les fréquences de séjour, sur la distance de domicile, lieu de séjour. On voit que ça s'est rétréci. Il y a moins de perte de temps en termes de transport, grâce au train, grâce à la voiture, grâce au mode de transport. Il y a une montée en gamme aussi de l'hôtellerie, on va dire, en province, plus que dans les zones urbaines, parce qu'il y a des notions de maison de campagne, de staycation, de relocalisation touristique. On a aussi en zone urbaine une hybridation on va dire, des hébergements. Et Mais Jean-Michel va en parler tout à l'heure. Exactement, et ça a beaucoup d'importance, comment on nourrit les pieds d'immeubles, comment on fait évoluer les produits, et ça a de l'importance. Et enfin, nous, on l'observait déjà il y a 2-3 ans, ce phénomène, mais qui s'est fortement accéléré, c'est la notion de slow tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des hébergements diffus sur toute la France, et on voit bien que le Covid-19 a eu pour presque un coup d'arrêt au tourisme de masse, et que ça remet en question. Donc, en termes de renforcement de critères de consommation touristique, ce qu'on observe, et ce que nous disent les clients, c'est que très clairement, il y a une nécessité de faire une réassurance sanitaire, et tu l'as évoqué dans ton introduction. Il y a une obligation de flexibilité commerciale aujourd'hui, avec des conditions d'annulation qui s'adaptent en fait au marché. Il y a une agilité, une confiance entre la personne qui accueille et le client, et ça c'est très important sur le niveau de qualité, de prestation et d'expérience qu'on peut offrir. Fidélisation aussi. Et de fidélisation également. Il y a un niveau aussi qu'on l'observe de réservation de dernière minute. Alors on l'observait l'année dernière parce que nous avions un Premier ministre qui nous avait ouvert les vannes pour aller en vacances. Là, ce qu'on observe, c'est que les réservations se prennent déjà sur les zones rurales et les zones balnéaires. Et on voit bien qu'il y a un afflux très fort aujourd'hui de prise de réservation. 21 sera meilleur que 20. Il y a de grandes chances, effectivement, qu'il soit meilleur grâce à notre tourisme, justement, domestique. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi un tourisme d'ultra-proximité qui emmène, justement, aujourd'hui, les clients à voyager en proximité auprès de lieux de vacances qui sont très importants. Et quand on regarde les perspectives de reprise, et ce seront mes 2 dernières slides telles que je vais vous les présenter, c'est que déjà, on a quand même un souci sur les zones urbaines où on a une incertitude de la reprise liée au tourisme d'affaires. Et ça, on voit bien qu'il y a un sujet autour de ça. On voit bien qu'il y a une capacité à cibler des clientèles de proximité qui est beaucoup plus compliquée parce que les gens ont besoin de sortir des zones urbaines. Pour ce qui est de la montagne, on voit bien qu'aujourd'hui, le potentiel est essentiellement centré, parce que c'est ça où il faut investir et créer l'innovation et le renouveau sur les stations de moyenne montagne. Et également, il y a un enjeu du tourisme des 4 saisons. Quand on l'observe ensuite, tout ce qui est rural et balnéaire, sur le rural, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une démultiplication de produits, et donc il y aura certainement à un moment des opportunités de structuration de l'offre touristique sur les territoires, et ça passe éventuellement par des lieux de vacances comme des resorts du type Center Parks, dont vous êtes partenaire, à titre d'exemple, mais il y a aussi sur les zones balnéaires une nécessité de faire des renforcements d'ailes de saison, et donc d'investir sur des lieux du type Nouvelle-Aquitaine ou Languedoc, d'accord, où il faut aujourd'hui investir pour capter cette clientèle qui cherche un peu une notion d'héliotropisme aujourd'hui en termes de consommation. Et quand on fait le lien avec aujourd'hui quels sont les marchés qui sont dans une forte reprise, on voit que la reprise passera par avant tout l'hôtellerie économique parce qu'elle est sur le flux sur le sens du voyage des touristes. On voit bien que ça va aussi se passer sur le resort, village de vacances, les hébergements, comme on l'a dit, diffus et indépendants sur les zones rurales ou balnéaires, et l'hôtellerie de plein air. Donc ça donne des tendances, on va dire, qui permettent d'avoir très clairement une vision de ce que va être le tourisme, mais on va parler surtout de quelle est notre vision de la reprise. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un paramètre qui va être clé aujourd'hui dans le suivi de notre information et de notre analyse. Juste, on a une question, et c'est important peut-être, Stéphane, que tu puisses y répondre.
Est-ce que cela nous autorise à être optimistes sur la résilience du secteur face à la crise? Alors justement, je suis totalement d'accord avec cette question. Il va y avoir une résilience, tout simplement parce que depuis des années, comme on l'a montré sur les courbes avant, c'est que de toute manière le tourisme a toujours été un art de consommer européen et à la française. On voit bien au graphique qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que tout est lié au niveau de vaccination. Donc le gouvernement annonce 45% de vaccination pour l'été, ce qui serait très bien. Moi, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé en Israël, c'est que 50% de la population vaccinée fait qu'il y a 80% de décès en moins dans le Covid. Donc on a tout espoir de voir le secteur du tourisme rebondir. Mais ce rebond va se faire en 3 étapes. Et je vais finir par ça, si tu me le permets, Pascal. Le premier, c'est qu'en 2021, le marché domestique va fortement rebondir. Et on le sait parce que les Français veulent consommer des vacances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que le tourisme d'affaires, au vu de ce qui se déroule actuellement pour l'organisation des salons, congrès et autres événements, vont certainement redémarrer à partir de 2021, septembre ou octobre 2021, mais surtout se confirmer à partir de mars 2022, ce qui va amorcer très clairement le retour de la clientèle d'affaires sur l'Hexagone. Et le troisième point qui est important et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que très clairement, aujourd'hui, la clientèle internationale et long courrier sera de retour à partir de 2023, tout simplement parce que quand on regarde un peu les projections qui ont été réalisées par soit l'Organisation mondiale du tourisme, soit les organismes de l'aérien, parce que c'est quand même très important pour la captation des clientèles étrangères long courrier, on voit que grosso modo ça redémarre réellement, ou du moins c'est pressenti à partir de 2023-2024. Et puis on a la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques de 2024, on a le droit d'être optimiste et donc de dire que le secteur est résilient. Évidemment. Alors, je trouve, après je réponds à la question, parce qu'il y a une question qui m'est posée pour Atrim, donc je vais y répondre. Sur la résilience, ce qui est important, on dit toujours, on rentre en crise en baissant le TO et on ressort de crise en baissant le prix moyen. Et on voit, au travers de ton étude, qu'effectivement, sur un certain nombre de segments, on n'est pas trop exposé à la clientèle extra-européenne, Oui. on maintient le prix moyen, voire quand les actifs sont bien entretenus, où les travaux ont été faits, on améliore le prix moyen. Donc c'est quand même intéressant. Oui, alors c'est une réalité. D'accord. On sait que de toute manière, la reprise se faisant par le marché domestique et le marché européen, il y aura d'abord une course un peu au taux d'occupation pour s'assurer une vraie reprise et puis aider aussi les salariés à revenir au travail parce que ça va être certainement une forme de difficulté que de reformer les salariés après un an d'arrêt de l'activité. C'est quelque chose vrai de challenge. clé. Hein, C'est un remobiliser challenge. le personnel. Exactement, pour amener tout le monde à relancer l'industrie. Donc ça, on sait que c'est clé. On sait aussi que ce qui est clé, c'est que tout ce qui est autour de l'industrie hôtelière, comme le culturel, les événements, vont avoir de l'importance. Et on sait que ça va avoir d'abord un impact sur le prix moyen. Donc aujourd'hui, on ne peut que pousser les investisseurs à se mobiliser autour on va dire, de travaux, d'amélioration de produits pour continuer à renforcer les équipements d'accueil et d'offres hôtelières. Alors, je vais répondre à la question avant qu'on revienne à toi et apporter une conclusion. La question, c'est Atrim est-il prêt à investir en ce moment dans les hôtels de loisirs, villages de vacances et des îles similaires d'avant-crise en anticipant sur le retour à la normale? Oui, puisqu'on le fait. C'est-à-dire qu'on vient d'investir. Et tu le sais, on a accompagné un certain nombre d'acteurs. Tu citais Center Parcs, Club Med, Bellambra et d'autres acteurs, y compris des acteurs dans l'hôtellerie de plein air. On a une vraie conviction à la fois sur le loisir et sur une nouvelle offre qui doit être revisitée. Et, comme le dit Jean-Michel, ça doit devenir des lieux de vie, Exactement. de partage. On a été pendant plus d'un an et demi sevrés. On a été un peu isolé, on a besoin de retrouver un contact. Et je pense que là aussi c'est important, c'est de dire qu'en France, nous avons de vrais acteurs professionnels dans le domaine du tourisme. Je citais Club Med, je citais Center Parcs, je citais Accor, mais rappelons-nous que si la France résiste et qu'elle a un niveau sur le plan industriel touristique, c'est grâce il y a un peu plus de 60 ans, à des gens comme Serge Gilbert et Serge Trigano sur le club, mais aussi Gérard Brémond pour Pierre et Vacances Center Parc et Gérard Pélisson et Paul Dubrul pour Accor et Novotel à l'époque. Je dis,
là aussi, notre enjeu, en tout cas nous en tant qu'investisseurs long terme, c'est aussi de travailler avec des nouveaux opérateurs, tout en gardant des liens de proximité avec les grands opérateurs. C'est aussi les talents qu'ont eu Serge et Jérémy Trigano il y a 12 ans de créer Mama Shelter. On va avoir dans quelques secondes Frédéric Bios, qui a bâti un nouveau groupe hôtelier dans le luxe, et il nous parlera du luxe sur sa vision. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de démontrer que malgré cette crise, cette industrie se régénère, se redéveloppe avec des nouveaux talents, des entrepreneurs. C'est aussi ça la culture d'Atrim, c'est d'accompagner ces entrepreneurs. Voilà, excuse-moi, mais C'était parfait. Tu souhaites inviter? C'est bon? Tu souhaites un oui, voilà. Voilà. C'est bon. Écoute, merci beaucoup Stéphane, c'était très intéressant. Donc ce tableau de bord, on va le retrouver dans 3 mois, Oui, exactement. actualisé, avec Avec des nouvelles tendances. Avec de nouvelles tendances. Merci Stéphane. Et puis maintenant, alors, on va être... Frédéric n'est pas à Paris, il est sur le terrain, on va le découvrir en duplex. Et donc j'appelle Frédéric Bios. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très très bien. Et je voulais d'abord vous souhaiter un bon anniversaire, mon cher Frédéric. Ah oui, c'est vrai, merci beaucoup. Il l'avait même oublié, il est tellement pris par son activité. Frédéric, on est ravis de vous avoir avec nous dans le cadre de cette première émission Performance Tourisme. Vous vous êtes imposé, je dirais, dans ce secteur de l'hébergement touristique haut de gamme, et je disais de luxe à l'instant, mais vous allez nous redéfinir un petit peu ce que vous entendez par le luxe. Votre parcours a montré que vous savez traiter et apporter le service à la hauteur de cet objectif. D'abord, peut-être, Frédéric, rapidement présenter votre groupe, dont vous êtes le président et le cofondateur. Écoutez, merci beaucoup Pascal de m'inviter à cette conférence. Bon, à Fontenay, on vous fait découvrir le plus beau de l'Europe et là, du coup, je vous invite dans ma voiture. On est avec Guillaume Fouché, mon associé cofondateur des domaines de Fontenay, dans les Alpes, et nous visitons des stations dans lesquelles on pourrait réfléchir à l'ouverture d'un nouveau domaine de Fontenay. Et ça, c'est une conséquence directe on va dire, beau côté du Covid, qui est de renforcer l'implantation et l'accélération d'un nouveau type d'hôtellerie, et dans ce nouveau segment d'hôtellerie, d'asseoir le leadership des domaines de Fontenay. Alors, qui nous sommes? Guillaume est historien de l'art, moi je viens de la mode, j'ai construit un gros groupe de mode qui s'appelle Sandro Machko di Pierlo, que j'ai vendu, et à ce moment-là, nous avons décidé en 2016 d'ouvrir notre premier hôtel, un peu par hasard. En fait, on a racheté un vignoble au nord d'Aix-en-Provence, dans le Luberon, et on s'est dit quelle est l'expérience d'hôtellerie que l'on veut fournir à nos clients dans un environnement où on sent que les valeurs changent. Et c'est vrai qu'auparavant, moi, j'avais, entre guillemets, démocratisé le luxe en créant un nouveau segment qui s'appelle le luxe abordable, à mi-chemin entre LVMH et Zara. Et nous pensions que dans l'hôtellerie, il y avait de la place pour une forme d'hôtellerie qui amènerait le meilleur de l'hôtellerie anglo-saxonne, notamment les compagnies de safari en Afrique du Sud et au Botswana. Quand vous allez chez Beyond ou chez Wilderness Safari, vous allez passer d'un lodge à l'autre, et à chaque fois, vous allez trouver une prestation de luxe extraordinaire, de magnifiques emplacements. Mais tout ceci sera fait de façon très très simple, avec ce côté casual que peuvent avoir les Américains, les Sud-Africains ou les Anglais. Et en fait, c'est très captif, parce qu'une fois que vous vous identifiez à la marque Wilderness ou Beyond, à chaque fois que vous allez partir, vous allez aller résider dans un des nouveaux hôtels, et dès qu'il y a un nouvel hôtel qui ouvre, un nouveau lodge, vous allez vouloir l'essayer. C'était notre pari sur les domaines de Fontenay, construire la plus jolie collection indépendante d'hôtels en Europe, dans les plus beaux endroits d'Europe. L'idée, c'est le grand tour à la fin du 19e siècle, où les familles aristocrates envoyaient leurs enfants faire le tour des humanités européennes pour découvrir les personnes, les peuples et les lieux. C'est ce que nous voulons faire avec les domaines de Fontenay. Alors, on a précédé le Covid, et le Covid a conforté les valeurs sur lesquelles nous avons basé notre postulat de base. Et ce postulat de base, c'est que le luxe avait changé. Jusqu'à il y a encore 3-4 ans, le luxe, c'était la reconnaissance, l'argent, un petit côté bling-bling, les codes. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement que petit à petit, la vie de nos clients changeait, et que le luxe, en fait, devenait une sorte de sens, de quête de sens. Donner du sens à sa vie, donner du sens à la vie de ses enfants,
donner du sens à ce que l'on consomme, à ce que l'on achète, donner du sens à ses vacances, à ses voyages, aux endroits dans lesquels on réside, et donner du sens à ce que l'on mange. Et ça a été un vrai changement il y a 4-5 ans, l'arrivée de tous ces nouveaux bistrots centrés autour du produit, avec des restaurants étoilés qui tout d'un coup revenaient sur une assiette extrêmement lisible et simple dans de très beaux environnements avec un sourcing local. Et Fontenay, c'est ça. Le Covid a amené de très nombreuses nouvelles valeurs, avec un changement très profond dans les usages de consommation. Si on fait le parallèle avec la mode aujourd'hui, les usages de consommation, c'est ce qu'on appelle l'upcycling, donc recycler les tissus. C'est la deuxième main, ne plus jeter et reconsommer, dépenser moins. Et c'est la relocalisation de la production en Europe proche. Eh bien, dans l'hôtellerie, c'est pareil. Le Covid, c'est une opportunité pour tous les hôteliers qui comprennent que les attentes des clients ont changé. Alors que nous tous, pendant un an, voire plus d'un an, avons été isolés, avons souffert de la rupture du lien social, sommes partis sur une digitalisation totale de nos rapports. Finalement, quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans la relation humaine. Quand vous êtes dans une visio comme ce matin, vous êtes dans une transaction. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a plus d'émotion. Et nous ressentons, en sortant du confinement l'année dernière, nous avons ressenti une demande très forte d'un rebond de sentiments et d'émotions et d'expériences. Autrement dit, nous avons vécu une année 2020 absolument extraordinaire en ce qui nous concerne. Bon, ça a été difficile pendant le confinement, ça a été difficile à l'automne avec notamment l'instauration des zones rouges. En revanche, on a eu 98% de taux d'occupation sur les 6 mois d'ouverture, 100% à Osgore. Le Sud-Ouest s'est installé comme une destination incroyablement puissante en France et en Europe, est devenu beaucoup plus branché aujourd'hui que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et tous nos hôtels, que ce soit à Fontenay dans le Luberon, à Marseille, au bord de la mer, à Osgore dans le Sud-Ouest et les 2 hôtels que nous avions à Minorque, en fait, ont amené ces nouvelles valeurs porteuses de sens. D'abord parce que nous sentons que les clients aujourd'hui veulent retourner à la campagne. Et ça, c'est ce que M. Butts a dit juste avant nous. Il y a une vraie demande aujourd'hui d'une hôtellerie de campagne de qualité. Et c'est une des forces du Covid. Les Français ont redécouvert la France. Les Européens ont redécouvert l'Europe, les Italiens ont redécouvert leur pays et les Espagnols, enfin, sont revenus à Minorque. Et en fait, nous avons tous été forcés de redécouvrir notre environnement direct. Mais ce qui me frappe, c'est que la toute nouvelle génération, les 15-25 ans, ont redécouvert leur pays et aujourd'hui sont prêts à voyager dans des destinations qui leur correspondent, et notamment, je pense, au sud-ouest et à la Bretagne, un petit peu moins à la région PACA. En tout état de cause, les Français, qui représentent 70% de nos clients, parce que nous créons les domaines de Fontenay en priorité pour la clientèle locale. Minorque a été conçu pour les Espagnols, l'hôtel que nous ouvrirons dans 2 ans en Toscane est conçu pour les Italiens, et tous nos hôtels français sont construits et conçus pour des Français. Et ça, c'est une vraie force de résilience quand vous rencontrez des difficultés comme nous en avons vu l'année dernière. Mais ces clients veulent de l'espace. Ils veulent des unités un petit peu plus petites. Donc, aller chercher du luxe, mais pas forcément dans des immenses palaces où vous allez avoir 270 chambres, mais plutôt dans des endroits où vous aurez 20 chambres, 30 chambres, 40 chambres sur 17, 35 hectares, au cœur de la nature. Ensuite, ces clients ont compris que le luxe de demain, c'est pas la tomate qu'on fait venir par avion du Chili en plein hiver, qui sera de surcroît délicieuse. Le luxe, c'est manger dans un restaurant étoilé, dans une table au cœur du potager, et montrer à ses enfants, tu vois mon chéri, l'asperge qui pousse là, c'est celle que nous avons dans l'assiette. Et faire revenir ses enfants en prenant des rendez-vous réguliers tout au long de l'année dans nos domaines pour aller voir la nature qui pousse et comprendre qu'en fait, le vrai luxe, c'est aller au bureau à pied, c'est décider le week-end de retrouver la campagne, de reconnecter avec l'émotion et d'offrir à ses enfants ces vraies valeurs. Le temps long, le bien manger, l'espace, l'émotion, la relation directe avec une personne et sortir la pure transaction de donner une clé pour aller vers des souvenirs et une vraie émotion. Alors, le luxe a changé aussi en ce sens où le RSE, la responsabilité sociale et environnementale, a pris aujourd'hui une grosse place. C'est ce que nous voyons dans toute la consommation de textiles, où tout d'un coup on fait attention au travail des enfants, on fait attention à l'empreinte environnementale. C'est le cas aussi avec les restaurants et le vignoble et l'agriculture, avec l'essor du bio, mais surtout de la biodynamie et de l'agriculture durable et de la permaculture. Et en termes d'hôtellerie, eh bien, ce sont ces valeurs-là de faire attention à la consommation d'eau, faire attention au recyclage des déchets, s'inscrire dans la nature,
porter des valeurs d'équité sociale, de diversité dans le salariat, etc. Et ça, en fait, ces entreprises d'hôtellerie qui ont réussi à inscrire leur démarche dans une préoccupation environnementale un peu plus large, eh bien, ces entreprises arrivent à fidéliser du personnel qui, souvent, a moins de 30 ans, et qui se retrouvent dans les valeurs. Et c'est beaucoup plus facile de fidéliser des jeunes quand ces jeunes sont fiers de venir travailler dans une entreprise qui les représente et qui représente leurs valeurs. Et d'ailleurs, à Fontenay, 90% de nos salariés habitent à moins de 20 km, historiquement, de nos hôtels. Et nous les recrutons en CDI, et c'est la raison pour laquelle généralement, nous préférons rester ouverts toute l'année pour ne pas faire appel à des saisonniers, mais plutôt pour nous inscrire dans des contrats à durée indéterminée. Et la proposition que nous avons faite au chef Éric Fréchon, le chef du Bristol multi-étoilé, de rejoindre le domaine de Fontenay au capital. Aujourd'hui, Éric est actionnaire des domaines et c'est lui qui supervise toutes les tables. Eh bien, ça nous permet d'inscrire nos employés dans une formation à très long terme et un chemin de progression qui fait qu'on arrive à les prendre à 23 ans et à les fidéliser pendant plusieurs années en les faisant passer d'une maison à l'autre. Et à ce titre, l'ouverture du domaine de Primar à l'ouest de Paris, qui sera notre plus gros domaine dans lequel nous investissons plutôt beaucoup d'argent, qui sera sans aucun doute un des plus beaux hôtels autour de Paris, si ce n'est le plus bel hôtel, un 5 étoiles avec 3 restaurants Éric Fréchon, le premier spa de la marque naturelle bio autrichienne Suzanne Kaufmann, etc. Cet endroit, ce sera la quintessence de tout cela et de toutes ces attentes post-Covid. Se ressourcer le week-end, faire des séminaires gastronomiques avec son entreprise dans des endroits somptueux, chercher une forme de romantisme, chercher une forme de facilité, chercher une forme de fidélité qui se construira aussi à travers l'hôtel du Golfe que nous ouvrons à Seignos, ce golfe de Seignos dans le sud-ouest. L'année dernière, 50% de notre chiffre d'affaires a été fait par des clients historiques de Fontenay. Cette année, nous nous attendons à une année encore meilleure sur 2021. Si nous prenons nos réservations on the book pour la période qui va de mai à septembre 2021, nous sommes à plus 20 ou plus 25% comparé à l'année dernière à la même date et surtout à il y a 2 ans à la même date. Donc c'est très 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 porteur. Nous sommes convaincus que ce recentrage sur la destination locale et sur une hôtellerie de qualité, ça va continuer dans les années qui viennent. Clairement, il y a eu une accélération très forte et il faut voir le Covid comme une opportunité. En fait, on a tous été frappés de plein fouet et surtout par surprise. Ce qui fait on a dû tous apprendre à travailler sous contrainte et notamment à réduire les effectifs, à faire très attention aux achats, à faire très attention à notre efficacité. Et ce travail de contrôle de gestion, d'une certaine façon, et de meilleure gestion, il commence à porter ses fruits, où quand nous allons rouvrir, nous aurons ces nouvelles méthodes beaucoup plus pointues pour bien gérer le cash et bien gérer la trésorerie. Et ces nouvelles méthodes vont nous permettre d'avoir des business models qui seront beaucoup plus rentables. Parce que l'année dernière, j'ai pu augmenter mon prix moyen de l'ordre de 10%. Et j'ai encore augmenté mes prix, mais avec une prestation d'hyper qualité dans nos hôtels, qui fait qu'on va améliorer encore plus notre rentabilité sur l'année 2021 et l'année 2022. Et en fait, ce nouveau marché, c'est une vraie opportunité qui se crée. Il y aura toujours une demande d'hôtellerie, de chaînes, parce qu'il y a une demande pour cela. Il y a un vrai marché. Moi, je voyage beaucoup dans les hôtels Accor, donc bon, il y a une demande forte. Et puis, il y aura toujours une demande d'hôtels de luxe. Mais au milieu de tout ça, vous avez un grand éventail de possibilités qui s'ouvrent et que l'on peut relativement facilement saisir. Et c'est cette hôtellerie d'expérience que KPMG d'ailleurs souligne dans ses 2 derniers rapports, 2019 et 2020, sur le bilan de l'hôtellerie. Et j'en profite pour remercier KPMG parce que la couverture de l'hôtellerie 2020 dans le rapport, c'est les Hortensias du Lac, qui est notre hôtel à Osgore, et qui montre à quel point les domaines de Fontenay aujourd'hui sont au cœur de ces attentes. Alors pour vous qui investissez, euh, moi je vois très clairement une sortie du tunnel. J'ai une vision très optimiste de l'avenir parce qu'on sent qu'il va y avoir un rebond énorme et surtout, l'hôtellerie, c'est devenu une façon de vivre. Auparavant, c'était une sorte de passage pour aller dormir, pour visiter des villes, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on vient dans les hôtels pour ces hôtels-là. En fait, les hôtels en soi deviennent une destination avant même la destination que représente la ville ou les montagnes, etc. Et ça, c'est un vrai changement. Donc, si on fait un beau produit, on y arrive. Et Jean-Michel Villemotte vous le dira juste après, dans tous les magazines féminins d'art de vivre, Le Figaro, Madame Figaro, il y a aujourd'hui de très nombreuses pages dédiées à l'hôtellerie, mais parce que l'hôtellerie aujourd'hui est au cœur des tendances de décoration, de nouvelles consommations, de nouveaux dressages des assiettes. Regardez comment les chefs, et notamment les jeunes chefs, deviennent des stars sur TikTok, etc. Et donc, pour vous, investisseurs, cette sortie du Covid, c'est la garantie d'hôtels qui seront mieux gérés, avec une meilleure attention sur le cash, une meilleure attention sur le retour sur investissement
C'est un marché qui, à mon avis, est gigantesque. C'est un retour des Européens en Europe, et ça, c'est extraordinaire en termes de potentiel. Et on va pouvoir faire de belles opérations sur le real estate, créer des vraies valeurs de fonds de commerce et construire des vrais goodwill de marque au global pour celles et ceux qui auront compris que les comportements ont changé. Nos clients n'ont pas peur, ils n'ont absolument pas peur du Covid. Notre stratégie, nous, a été de nous certifier Safeguard Veritas immédiatement dès la levée du confinement l'année dernière. Nous étions les premiers relais châteaux certifiés Safeguard en Europe. Toutes les procédures sont mises en place, mais au bout du compte, il faut vendre de l'émotion aux clients. Il faut les rassurer sur le fait que les procédures sont là et qu'ils seront protégés. Mais nos clients n'ont pas peur, ils veulent consommer, ils veulent vivre. Voilà. Et c'est donc la conclusion de cette intervention, c'est de se dire que le télétravail va beaucoup changer les comportements. La campagne est présente, le cœur de ville va devoir se renouveler en hôtellerie, mais l'enjeu, c'est de créer des hôtels qui sont dans la vie. Merci beaucoup, Frédéric. Ça nous a remonté le moral, votre intervention. Et je vous souhaite une belle journée et encore un bon Merci à anniversaire. tous. Merci, Frédéric. À À très bientôt. bientôt. Merci. J'appelle maintenant Jean-Michel Villemotte qui va me rejoindre. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Jean-Michel, tu vas Alors, bien? oui, très bien. Alors, tu as entendu l'intervention Formidable, formidable. extraordinaire de Frédéric Impressionnant, qui nous a impressionnant. remonté le moral. Et c'est extraordinaire. Alors, il t'a cité à plusieurs reprises, mais c'est vrai que cette crise modifie aussi notre vision du monde. Il parlait de l'hôtellerie. Toi, au fond, qu'est-ce qui va changer durablement dans l'hébergement touristique? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, mais que la crise a amplifié ce changement et l'a accéléré. Je crois que avant, pour moi, l'hôtellerie, c'était un hébergement. Maintenant, je pense que ça va devenir un lieu de vie, beaucoup plus. Et je trouve ça passionnant parce que on a pris conscience qu'il fallait amener autre chose que simplement un lit, une table de nuit, un réveil, un téléphone, quoi. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est super intéressant pour nous architectes, bien sûr. C'est-à-dire que l'hôtel s'ouvre sur le monde, est plus accueillant. Oui, je pense que l'hôtel, c'est plus un module qu'on retrouve dans le monde entier. C'est quelque chose qui est ancré dans son site, qui est ancré dans un territoire. Donc, je pense que quand on va maintenant penser hôtel, on va penser la région dans laquelle on le construit, avec qu'est-ce qu'il y a comme produit. Et, on va essayer d'être un petit peu plus écologique. On va s'occuper un petit peu de l'empreinte carbone quand même. Ce serait bien et de se dire on va tout sourcer à 100 km à la ronde. Même les gens qui vont travailler dans cet hôtel pour être et d'un seul coup, on va donner une personnalité et qui sera différente de celle de 300 km plus loin. Et puis, Ça conforte l'idée de cette proximité de tourisme domestique. absolument. Et puis, et quand je dis que c'est plus un hébergement, mais des lieux de vie, ça veut dire qu'on pourra y rester plus longtemps, parce qu'on va apporter des services différents, des services nouveaux. Par exemple, si on doit travailler et après enchaîner sur du repos, on peut avoir des hôtels dans lesquels il y aura les éléments pour travailler, il y aura les équipements pour travailler. Si on doit faire du sport, se reposer, il y aura tous ces équipements qui vont. On va penser un petit peu plus à la personne. C'est une valeur ajoutée constante qu'on va amener dans ces lieux auxquels on va redonner de l'esprit. Moi, je pense que l'hôtel fait partie du rêve. Faut le remettre dans le rêve. Moi, je sais que je voyage énormément et souvent, je pense que l'hôtel participe à 40% ou 50% de la qualité du voyage que j'ai fait, si vous voulez, parce que c'est un endroit où on s'est bien senti, où on s'est reposé, où on a vu des choses intéressantes, et puis rencontrer des gens, c'est des croisements, etc. Une bonne bibliothèque c'est une chose toute simple, mais il faut le faire. La nourriture, l'accueil, le regard, l'acoustique, les odeurs, tout participe. Et c'est là que nous, notre rôle d'architecte, on doit aider les clients justement à penser à tout ça. C'est pas uniquement des casiers dans lesquels on va faire dormir des gens. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Frédéric parlait du design là, à Je l'instant. pense que c'est important. Et puis même sans être
excessif. Je pense que on peut bien vivre dans des lieux chaleureux, bien pensés. Il faut faire revenir du bois, il faut faire revenir des bonnes matières, des matières qui vieillissent bien, surtout pas des choses qui absorbent les mauvaises ondes ou les mauvais microbes, etc. D'ailleurs, maintenant, on va revenir quand même au niveau sanitaire. On va utiliser des matériaux qui sont antivirus, on va utiliser des matériaux qui vieillissent mieux, qui s'entretiennent mieux. Je pense que là, je pense qu'il va y avoir un volant sanitaire qui va être très très important, et tant mieux d'ailleurs. Et nous, on nous interroge déjà, quels sont les matériaux qu'il faut utiliser, et comment il faut ventiler, comment il faut aérer et amener plus de lumière dans les lieux. C'est des choses Quand tu essentielles. penses un nouvel objet immobilier, Mm. est-ce que, j'imagine, tu le penses dans la durée, avec aussi sa propre réversibilité, son Ah, ça, c'est adaptation? passionnant. Nous, on présentait des nouveaux bureaux récemment chez un promoteur, et on a expliqué qu'il y avait une réversibilité totale ou partielle. On peut imaginer quand on fait 25 000 mètres carrés de bureaux, qu'il y ait une partie de l'immeuble qui demain puisse se transformer en hôtel. Ça tiendrait un élément d'ailleurs cohérent par rapport aux actions qu'ils font avec les pays étrangers ou la province, etc. La réversibilité, autant en logement qu'en hôtellerie, maintenant, c'est essentiel, si vous voulez. C'est pour ça aussi que cette flexibilité aussi, qui est vraiment nécessaire. Un hôtel aussi, il doit évoluer Être au hybride cours du aussi. temps. Un hybride, c'est évident, Ouais. c'est là que c'est intéressant, c'est que on peut y travailler, on peut s'y reposer, mais on peut aussi faire du sport, communiquer avec ses collaborateurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait des pièces pré-câblées tout de suite pour qu'on puisse intervenir, rencontrer visuellement les gens si c'est nécessaire. Et je pense que ce qui est important aussi, je pense que c'est le côté contextuel. Je pense que Ouais. si on est à Osgore ou si on est à Nice ou à Tourcoing, on ne doit pas avoir la même atmosphère. Il faut vraiment qu'il y ait une empreinte des lieux dans les espaces où on va vivre. Et ça, c'est essentiel. Et puis, casser le côté chaîne, je pense que c'est important parce que on vivra différemment à Lille qu'à Bordeaux. Donc il faut amener les matières sont différentes, les atmosphères sont différentes, les lumières sont différentes. Et c'est ça qui va participer, donner de la qualité au voyage. C'est justement cette différence qu'on va pouvoir créer et qu'on va proposer. Et donc que ce ne soit plus utilitaire, mais amener cette notion de rêve et cette notion de bien-être. Ça, c'est essentiel. Au fond, on a été privé de rencontres pendant cette crise Et sanitaire. qu'est-ce qu'on a envie maintenant de Qu'est-ce que, bouger? hein, le Qu'est-ce qu'on désir a est envie? très C'est fort, la fantastique, fantastique. frustration a Et en été plus, très forte. et puis les idées sont nées sur Ouais. cette période. Plein d'idées, quoi, de croisement, d'hybridation, choses comme ça. Au fond, ça a été une opportunité pour accélérer les changements. Ah, c'est certain, certain. Et je pense il y a la réflexion que l'on portait en 2019, elle sera pas la même qu'en 2021. Et je sais que nous, en tant que cabinet d'architectes, les questions qu'on nous pose, que ce soit dans le bureau, dans l'hôtellerie, dans l'hébergement, dans les logements, est totalement différente. Tant mieux, c'est une renaissance et je pense qu'il faut qu'on y participe, quoi. Oui, il y a des nouveaux concepts. On parle du co-living, on parle du Oui, coworking, on parle de toutes ces offres différenciantes qui absolument. donnent envie de se retrouver. Aujourd'hui, on réfléchit à un hôtel qui serait à Paris dans lequel il y aura des studios d'enregistrement, des studios son, des studios vidéo, des ateliers de photos, et dans lesquels il y aura des salles de réunion et un étage de bureaux. Et Ouais. donc, possibilité de connecter les chambres, de connecter tout ça. Ça devient un vrai lieu où on y va pour une expérience. Un étranger qui veut venir passer une semaine à Paris et travailler en même temps, il aura tous les outils sous la main. Et en plus, il va pouvoir choisir en fonction de sa personnalité, s'il veut quelque chose d'un peu rock'n'roll ou quelque chose de beaucoup plus classique. Et c'est ça l'offre qu'on va pouvoir amener maintenant. Au fond, il faut de plus en plus se remettre en question. Être Ah oui, souple, agile. il était temps et c'est génial, c'est génial, c'est Non, génial. mais c'est vrai. Ouais. Comment les grands groupes, à ton avis, vont pouvoir s'adapter à cette demande très forte? Les grands groupes ont la chance aussi d'avoir
différentes catégories d'hôtels aussi. Donc ça va être, moi je pense qu'il va y avoir une adaptation à cette proposition. Ce qui est intéressant, c'est que les grands groupes, s'ils ont des 4 étoiles, vont amener une proposition dans l'hôtellerie 4 étoiles qui sera différente que si c'est une ou 2 étoiles. Mais je pense que il faut faire diminuer les différences aussi qu'il y a entre le 2 et le 4 étoiles, et il faut surtout amener de la réflexion et de l'intelligence, parce que même dans une étoile, on peut faire des choses formidables. Simplement même des choses très très simples. Tout vient de la réflexion et puis de l'attention qu'on veut prêter et donner aux visiteurs. Ouais. Et je pense que là aussi, on peut dire que on aura peut-être moins d'étrangers pendant les prochaines années qui vont venir, c'est une occasion formidable d'attirer Tu as entendu, les tendances, c'est les plutôt Français, domestique, intra-européen. c'est Ouais. une occasion Bien extraordinaire. sûr. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est? Les hôtels doivent être les ambassadeurs de notre pays, les ambassadeurs de nos régions. Bien sûr. Et c'est là justement que les régions doivent réagir, fournir la matière première pour redonner de la personnalité à ces nouveaux Bien lieux. sûr. Frédéric nous parlait de la gastronomie, tu vois, Gastronomie, c'est redécouvrir. essentiel, au fond. ça va avec. Hein. Un très bel hôtel avec une mauvaise gastronomie, c'est pas un très bon hôtel. Merci Jean-Michel, je trouve que c'est très rafraîchissant, puis aussi ça donne des perspectives. Plein d'espoir. C'est plein d'espoir. Plein d'espoir. Voilà. Et je trouve que c'est ça qui est important aujourd'hui, Mhm. dans cette première émission. Et merci encore d'avoir Et accepté notre C'est un invitation. point de départ à une réflexion de groupe. On va être nombreux à réfléchir à ça. Il faut aussi avoir le système financier qui va avec ces réflexions. Et donc, c'est l'avenir. Dans les mois qui viennent, ça va être D'ailleurs, c'est un élément, préoccupation. ouais, c'est un élément important, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut que l'offre soit au niveau Oui, absolument. de la demande en termes d'exigence. On en parlait, mais il faut effectivement revisiter, faire les travaux, entretenir, être sur des produits, tu le disais à l'instant. Quand j'arrive dans un hôtel, c'est 50% de mon voyage qui réussit ou pas. Voilà. Donc c'est un élément essentiel pour fidéliser, maintenir des prix moyens de qualité. C'est aussi ça qui fait fonctionner. Et Frédéric Bius en parlait tout à l'heure. Très bien. Merci mille fois, Jean-Michel, d'être à nos côtés. Merci ce matin. Pascal, C'est merci pour ce beaucoup. premier numéro. Merci. J'appelle maintenant Christian Mantéi qui va me rejoindre. Jean-Michel s'en va, mais c'est juste parce que ils vont nous envoyer le jingle, mais ça n'a aucune importance. C'était parfait. Et j'appelle Christian qui va maintenant avec moi mais il est là, tirer. Christian. Il est là. Il va nous rejoindre. Eh bien, ça y est, ça passe vite. Hein. Oui, On très arrive quasi C'est à la passionnant. fin de cette émission. Ça fait un peu plus de 52 minutes qu'on échange. J'ai trouvé extraordinaire l'intervention à la fois de Frédéric et de Jean-Michel qui donne à la fois beaucoup d'énergie, beaucoup de perspectives. Comme dit Jean-Michel, ça rafraîchit et ça donne de l'espoir. C'est ça qui est Absolument. important. Je ne sais pas ce que tu en retires de ces différentes interventions. D'abord, la première chose pour moi, c'est que le talent est un média puissant. On l'oublie, hein, en soi, c'est un média. C'est aussi un levier de croissance. Les talentueux, que ce soit des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, des designers, créent une espèce de tension positive sur le marché et à partir de l'offre. Et évidemment, ils créent du désir. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une année 2020 et on continue en 2021 qui était une année des prototypes, je trouve. Au fond, on a fait un laboratoire de recherche et développement en vraie grandeur. Et ça, c'est très, très intéressant de décrypter tout ce qui se passe, d'avoir les bonnes analyses, de comprendre ce qui se passe à l'échelle mondiale, dans tous les pays, dans toutes les destinations, dans tous nos territoires en France, qui sont très différents les uns des autres. Jean-Michel insistait sur ce point. Il faut aller vers l'identité, renforcer l'identité, la pousser vers... Citer le contexte, c'est vrai. C'est très important. C'est très important. Et C'est puis, identitaire et très voilà. important. Et puis là, au cœur de notre métier, il y a à nous, à Trim, il y a l'expertise, il y a la connaissance, il faut savoir analyser pour décrypter. Et je terminerai par une citation de Paul Valéry.
Un fait mal observé est plus pernicieux qu'un mauvais raisonnement. Christian, je te remercie. On grandit toujours avec toi, Merci. en sagesse. Je voudrais d'abord vous remercier et dire, et c'était l'objet de cette première émission, et ce seront l'objet des émissions suivantes, de vous donner notre conviction, de faire témoigner à la fois des talents opérationnels, des architectes de talent comme Jean-Michel, mais aussi ce tableau de bord. Atrim, effectivement, est un investisseur long terme qui accompagne cette industrie touristique depuis de nombreuses années. On a, et c'est pour ça aussi le témoignage des opérationnels, des gens comme Frédéric Bius, mais il y aura d'autres invités dans les numéros suivants, qui diront, au fond, leur désir et leur motivation. Puis on a une grande tendance, mon cher Christian, c'est effectivement le tourisme domestique et de proximité. Ça veut dire que la nouvelle offre, ou l'offre qui va ressortir plus vite, en termes de rebond, sont ces offres qui sont exposées sur ce type de clientèle. Les autres vont s'adapter, et j'ai écouté Frédéric tout à l'heure disant qu'une grande partie de sa clientèle était domestique. Center Parc, une grande partie de sa clientèle aussi. Je pense qu'Accor est en train d'évoluer aussi pour, sur ces différents segments, avoir cette offre de proximité. Le Club Med aussi est en train de muter, de s'adapter, même si nous retrouverons dans 3 ou 4 ans ces clients extra-européens. Mais c'est aussi ça, ces tendances immédiates. Et nous, en tant qu'investisseurs qui accompagnons cette industrie, on se doit de cibler et de permettre aussi à ces produits de s'adapter et de se développer. En tout cas, voilà, c'était cette première émission de Performance Tourist. Je te remercie encore. Je remercie Stéphane Botz qui a été à nos côtés, évidemment chaleureusement Frédéric Bius et Jean-Michel Villemotte, et puis toute l'équipe technique de chez Lonsdal qui a été sympathique, qui nous a un peu drivé pour nous expliquer comment les choses devaient se faire. Et merci beaucoup, ça s'est extrêmement bien passé. Bonne fin de journée.